Attends juste que vous vous connectiez tous petit à petit. Et on a aujourd'hui un invité de marque, puisque c'est Maître Juliette Mel qui va nous accompagner durant ce webinaire pour vous parler donc de prévention des litiges en RC Pro. Donc on va baser ce webinaire essentiellement sur de la vulgarisation pour pas non plus vous assommer de trop de termes juridiques, mais voilà, on va se baser sur le plan qui suit. Donc, je vais commencer ce webinaire par une présentation pardon, donc de Maître Juliette Mel dans un premier temps. Ensuite, on fera un panorama donc, sur les sinistres que vous rencontrez le plus souvent, donc les plus fréquents, avec leur pourcentage, leur répartition, mais aussi leur coût, puisque vous allez voir, tous les litiges n'ont pas le même coût pour vous, donc pour un assureur non plus. On passera ensuite sur une étape vraiment de prévention sur comment éviter les litiges, donc des petites techniques qui vous sont présentées par Maître Juliette Mel et qui vous permettront donc d'éviter des situations litigieuses, puisque c'est pas toujours une erreur technique qui vous amène à un litige, mais parfois simplement une erreur de rédaction. On vous expliquera tout ça. Pour terminer, un petit survol de quelques exemples de jurisprudence. De toute façon, on vous donnera ce support à disposition pour que vous puissiez creuser davantage et aller lire plus en détail toutes ces réponses. Et enfin, en toute fin de webinaire, si on a assez de temps, on répondra à toutes vos questions. On prendra le temps d'y répondre soigneusement. Et puis, en espérant qu'on puisse répondre à celle de tout le monde. Si toutefois on n'avait pas le temps, en tout cas, on pourra le faire en différé. Il y a aucun souci. Voilà, donc on va passer à la présentation de notre invité qui a eu un petit souci de caméra. Hop, et de micro. Donc je vais la reconnecter tout de suite. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Hop. Juliette, est-ce que vous nous entendez? Maître Mel a un petit souci de caméra. Je vais régler ça tout de suite. Est-ce que vous nous entendez, Maître Mel? Ah, on Ah, vous ça y est, voit, Juliette. ça y est, On vous j'entends. voit, on vous entend, c'est bon. Pardon, donc Hop. j'entendais rien, donc je ne sais pas ce qui s'est produit jusqu'à présent. Ouais, ça arrive, c'est les aléas du direct. Du coup, j'étais en train d'expliquer un petit peu à tout le monde que le plan et la partie du coup où on parle de vous, Maître Mel. Si vous voulez bien en quelques mots, du coup nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites et puis un petit peu pourquoi du coup on a le plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je suis, avocate spécialisée en droit de l'immobilier et professeure à l'université de Créteil, où j'enseigne dans le master, urbanisme et construction. Et ça fait depuis, maintenant assez longtemps que, dans le cadre de la défense de différents acteurs, du monde, de l'immobilier, eh bien, j'ai vocation à intervenir, pour, des diagnostiqueurs et ce depuis très longtemps, et pour tous les partenaires qui peuvent entourer des diagnostiqueurs puisque j'interviens également pour les laboratoires d'analyse, j'interviens également pour des sociétés qui font du désamiantage, par exemple, ou d'autres formes de curage en termes de dépollution, pour des maîtres d'œuvre de dépollution également. Donc, c'est par ce prisme-là que j'ai embrassé celui des diagnostics. Et aujourd'hui, c'est un pôle entier du cabinet puisque j'ai 2 collaboratrices. Donc, nous sommes 3 avocats à travailler particulièrement, puisqu'il n'y a pas que ce pôle-là au cabinet, à travailler particulièrement au soutien des intérêts des diagnostiqueurs qui, et ça vous fera peut-être une petite transition, sont, il est vrai,
de plus en plus mis en cause dans le cadre des contentieux, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Je vous donne un exemple, pas plus tard qu'hier, il y a un diagnostiqueur qui m'a contacté parce que il a eu une assignation au fond, il s'est fait délivrer une assignation au fond avec des demandes extravagantes à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et il était en plein changement d'assureur et ça a grevé son relevé d'information. Et l'assureur qui était censé le reprendre à partir du 1er janvier a refusé de l'assurer compte tenu de ce relevé d'information qui faisait état de ce sinistre, alors que le sinistre n'était pas établi puisqu'on n'était qu'à la phase d'une assignation. Et aujourd'hui, ce diagnostiqueur n'a pas d'assureur au 1er janvier et donc ne peut pas exercer. Donc ça veut dire qu'il y a eu un vrai travail, à mon sens, à faire, que ce soit au niveau de la prévention des litiges, que de la gestion des contentieux quand ils surviennent, pour éviter ce type de problématique et pour ce faire, bien comprendre les risques, sans rentrer dans le détail puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais bien comprendre les risques principaux qui peuvent peser sur vous. Et donc c'est pour ça que quand Clarity m'a proposé d'intervenir, j'ai accepté avec plaisir. Et nous vous en remercions. Et petite parenthèse également en complément de ce que vous venez de dire, maître, un peu de publicité, mais c'est un bouquin très utile aujourd'hui que vous avez écrit et que je partagerai avec grand plaisir avec tous les diagnostiqueurs ici présents. C'est les diagnostics immobiliers, donc aux éditions C'est Professions Immobilières, c'est ça, hein, maître Mel? Oui, c'est une édition Galino Lexinso. Voilà, donc il est disponible partout, hein, à la Fnac, Amazon, enfin comme n'importe quel livre et que je vous conseille, grandement parce qu'il est plutôt bien fait. C'est un véritable guide professionnel. Ça va parler un petit peu des grandes lignes du métier, mais aussi avec, des cas pratiques, des exemples de jurisprudence également et puis voilà, c'est vraiment, pour moi quelque chose qui est indispensable à votre profession. Il y en a très peu aujourd'hui, des bouquins de ce genre donc vous pouvez sauter dessus et je crois qu'il est vendu au prix de 30 €, c'est ça Juliette, hein? Je Maître sais Mel? Oui, je sais vous pas. m'entendez? Oui. Pardon. Oui, oui, je croyais que je vous avais perdu. Enfin voilà, vous pouvez le trouver sur les différentes plateformes et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous rapprocher de nous. On pourra aussi, vous transmettre des exemplaires, si vous êtes assuré Clarity, à un prix, préférentiel. Voilà. Donc comme promis, on va faire un petit peu, un panorama aujourd'hui, des litiges que vous pouvez rencontrer en tant que professionnel du diagnostic immobilier. On va exposer un petit peu nos 2 visions parce qu'on se base pas effectivement sur les mêmes données. Donc je vais laisser maître Mel parler un petit peu d'abord de son panorama, des données du cabinet, M2J Avocats et ensuite je vous présenterai, ce que Clarity ressort, également. Alors nous, on intervient, évidemment quand le sinistre, est survenu. C'est-à-dire que là, les données qui sont sur le petit camembert qui vous a été, représenté, c'est lorsque le diagnostiqueur est assigné, qu'il déclare le sinistre à son assureur, lequel, va désigner un avocat, pour le représenter et le défendre dans le cadre de cette procédure. Donc c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, une procédure contentieuse, quand bien même vous seriez en médiation ou en conciliation, ça reste du paracontentieux et donc du contentieux. La plupart des dossiers concernent aujourd'hui en principal l'amiante. Pour l'instant, c'est encore le diag amiante qui pose le plus de problèmes, que l'on soit sur des diagnostics avant-vente ou des diagnostics avant travaux. Ce sont les diags qui posent le plus de problèmes. Pourquoi? Pour deux raisons. Une première raison qui est juridique et une seconde raison qui est ésotérique. Alors, je vais peut-être évacuer la raison ésotérique en premier. La raison ésotérique, c'est que quand on dit aux gens qu'il y a de l'amiante, ils ont peur. Et alors vous allez me dire: «Oui, d'accord, mais il y a quand même des professionnels qui sont autour de ça». Ben, en théorie, oui, mais dans les faits, pas toujours. C'est-à-dire que quand vous avez un expert judiciaire qui est désigné, il n'est pas du tout certain, que ce soit, je sais que ça va vous faire tomber de votre chaise pour ceux qui sont assis, il n'est pas du tout certain qu'il soit spécialisé amiante, et qu'il connaisse parfaitement, le bon amiante du mauvais amiante, et les possibilités de traitement, les possibilités de contamination et cetera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des dossiers au cabinet où, en expertise,
Vous avez madame Michu qui dit, «J'ai trouvé de l'amiante dans ma maison et depuis j'ai la gorge qui racle», et l'expert judiciaire qui va prendre ça très au sérieux, alors que c'est, de l'amiante qui était, complètement enfermée dans des cloisons et que c'est, quand elle a réaménagé ses combles qu'elle l'a trouvé. Voilà le cas typique d'un dossier qu'on peut avoir au cabinet, et donc ça, c'est le côté vraiment ésotérique où on a du mal, ou disons qu'il y a un peu de psychologie à faire, parce que ça veut dire qu'il faut être extrêmement pédagogue avec l'expert pour bien lui expliquer les choses, lui rappeler la réglementation applicable, etc. Mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience parce que la justice est humaine, heureusement, et l'expertise est humaine. Donc ça influe et ça force la sinistralité. Le deuxième point est un point juridique parce que la réglementation est évidemment assez stricte pour ces diagnostics-là, que ce soit dans le cadre des normes applicables lors de la réalisation des diagnostics, que de la compréhension jurisprudentielle de ces diaglas, dont les coûts de travaux peuvent être extrêmement importants, puisque, par exemple, là, j'ai un dossier au cabinet où il y a un problème justement d'insuffisance de découverte amiante au niveau de la phase de diagnostic, et on en trouve encore aujourd'hui partout. Il y a de l'amiante qui est libérée, enfin ça pose plein de problèmes, et l'Adréal est en train d'intervenir pour nous dire que, aujourd'hui, ils partent plutôt sur une solution de confinement que de le retirer puisqu'on ne sait pas trop le traiter. Donc ça pose des problèmes qui vont dépasser largement, le cas de, est-ce que le diagnostiqueur s'est trompé ou pas, en réalisant son diagnostic. Ce que je veux dire par là, c'est que même si le diagnostic à la vente, il est à un prix de 500 €, 800 € ou que sais-je, vous pouvez en avoir pour des centaines de milliers de préjudices sollicités, c'est-à-dire, en clair, qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le prix de la prestation telle qu'elle est vendue et les sommes qui peuvent vous être demandées de payer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, je ne sais pas, j'ai vendu ma prestation 1 500 €, donc ma responsabilité, elle est plafonnée à 1 500 €. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En droit français, on applique ce qu'on appelle le principe de la réparation intégrale du préjudice, ce qui fait que même le préjudice moral de madame Michu, qui n'a pas dormi de la nuit parce qu'elle a trouvé de l'amiante dans ses cloisons, dans son grenier, même ce préjudice moral-là, il a vocation à être potentiellement indemnisé par un juge. Donc il faut faire toujours très attention et jamais prendre les contentieux à la légère. Alors après, en termes de fréquence, moi j'ai beaucoup de termites et de carèse, mais les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Alors pour le termite, il peut y avoir des gros enjeux. Quand je dis termite, c'est mérules, etc. Il peut y avoir des gros enjeux parce que c'est pareil, les travaux réparatoires coûtent extrêmement cher. Donc c'est des dossiers qui peuvent aller assez loin en ouverture. En revanche, pour le diag carèse, c'est beaucoup plus mesuré, tout simplement parce que la réglementation prévoit une façon de réparer le préjudice. Pour le DPE, on n'en a pas encore beaucoup, mais j'ai envie de dire c'est l'avenir, puisque ce diagnostic va poser un certain nombre de difficultés. Oui, effectivement. C'est un peu la vision qu'on a aussi là-dessus, sur le DPE qui remonte petit à petit dans le classement des litiges les plus fréquents. Euh, je, Maître Mel, je peux passer à la partie suivante? C'est bon? Vous nous entendez toujours, Maître Ouais. Mel? Ouais, Oui. super. Allez. Donc là, la vision de Clarity, elle diffère pas beaucoup. Alors, on ne se base pas effectivement uniquement sur les clients du cabinet M2J, mais on a une vision aussi sur notre portefeuille un peu plus globale sur le marché. J'ai séparé du coup la présentation de ces statistiques en 3 indicateurs. D'abord, le poids des litiges sur le coût total. Et là, on voit effectivement la cohérence avec ce que disait Maître Mel juste avant, hein. En termes de coût, ce qui coûte le plus cher, c'est tous les sinistres amiantes, que ce soit avant-vente ou avant-travaux. Ça pèse aujourd'hui pour 42% du poids total des sinistres. Donc, l'impact financier, en tout cas de ces litiges, est assez important. Juste devant, termites et états parasitaires. Donc oui, on a aussi regroupé tout ce qui était les attaques du bois, hein, donc que ce soit la mérule, le termite, capricorne, enfin voilà, tout ça réuni dedans. La loi Carrez est aussi en troisième position, en quatrième, pardon, puisque c'est le DPE de notre côté à 10% qui remonte.
et c'est même les litiges qui ont tendance à être les plus fréquents actuellement. Donc, on assiste, à mon avis, à une remontée du DPE qui risque de passer même de plus en plus proche en termes de fréquence plutôt. Ce qu'on voit dans la slide juste à côté, où il est deuxième, hein, en fait, supérieur à l'état parasitaire. Les litiges les plus fréquents, pour les raisons qu'a évoqué Maître Mel juste avant, c'est toujours l'amiante, hein, 33%, donc un tiers des litiges. Et en fait, juste derrière, on se retrouve avec le DPE qui probablement, alors je ne suis pas devin, mais la trajectoire, ça a l'air d'être en voie en tout cas de passer en tête. Donc on va observer ça dans les prochains mois, voire les prochaines années. C'est dû aussi à des modifications dans la réglementation, à son opposabilité et des modifications qui vont encore arriver dans le futur qui le rendent de plus en plus sensible, ce diagnostic. Et bien sûr, l'état parasitaire et termite en fréquence, c'est encore beaucoup, même si ça ne touche pas toutes les régions de la même manière. Vous le savez, hein, du termite, on n'en trouve pas dans la même densité partout. Idem pour tout ce qui va être mérule ou autres champignons xylophages. Ensuite, on a la loi Carrez à 10%. Voilà, c'est quelque chose de toujours présent aussi. Et au niveau du coût moyen, maintenant, ça, je trouvais ça intéressant de vous présenter ça. Alors, c'est une moyenne, hein, évidemment. Ça peut être plus bas, ça peut être aussi beaucoup plus haut. Sur de l'amiante avant travaux, par exemple, où on tourne aux alentours de 14 000 € de coût de sinistre. Ça peut monter beaucoup plus haut, hein. Vous imaginez bien que si on n'a pas repéré l'amiante correctement sur un énorme bâtiment, je sais pas, un building à La Défense, ou bon, La Défense, c'est un mauvais exemple, les buildings sont plutôt récents, mais une grande tour dans une grande ville, ça n'a évidemment pas les mêmes conséquences au niveau du coût du sinistre. Pour ce qui est état parasitaire et termite, on est sur un coût moyen à 15 000 €. Pareil, encore une fois, hein, ça a été aussi dit par Maître Mel, mais on peut dépasser aisément la centaine, voire les 200 000 €. On a eu des litiges assez importants sur de l'état parasitaire. Je vous laisse imaginer un beau bâtiment, une belle maison où on se rend compte que finalement, eh ben, la charpente est attaquée totalement par un champignon xylophage. Les travaux derrière peuvent avoir un coût considérable. Sur la loi Carrez, on est plutôt aux alentours des 11 000 € de coût moyen. Et le DPE, du coup, on en parle, il augmente par sa fréquence et mécaniquement sur le poids total aussi, puisqu'ils sont de plus en plus fréquents. Et on est sur des coûts moyens à 12 000 €. Et ensuite, je passe pour le reste, puisqu'on est sur des choses plus marginales, qui arrivent moins souvent à des coûts bien plus faibles, en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat, hein. On y répondra certes à la fin, mais n'hésitez pas à les poser en avance pour qu'on puisse bien les répertorier. Voilà, donc c'est bien de savoir ce qui arrive, ce qui peut arriver, la fréquence des sinistres, leur coût moyen. Mais maintenant, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous donner des munitions pour pouvoir vous protéger, ou en tout cas éviter le contentieux, parce que le contentieux, c'est pas une fatalité. Si vous avez les bonnes techniques, que ce soit dans la rédaction ou autre chose pour pouvoir l'éviter, c'est quand même une bonne chose, et on arrive à faire baisser le coût moyen du sinistre avec ça. Donc là, je vais redonner la parole à Maître Mel sur cette partie-là, puisque de sa grande expérience d'avocate, elle va avoir de très bons conseils à vous donner. Alors pour moi, il y a 2 temps, il y a 2 temps qui seraient, complètement optimisables. Alors je vais en mettre un troisième pour faire un petit peu mon ingénue. Le premier temps, c'est, le temps avant sinistre, c'est-à-dire la signature du contrat, la réalisation de la mission et le rapport. Le second temps, enfin le deuxième temps, parce que j'en ai ajouté un troisième, c'est le temps du sinistre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois que l'avocat est saisi? Et le troisième temps, c'est le temps pour vous faire un petit peu sourire, c'est le temps de l'assurance. Alors le premier temps, le temps avant sinistre. La 1re chose à faire, c'est de revoir à mon sens, les contrats qui sont proposés, qui sont souvent des contrats types. Sachez qu'il y a un certain nombre de fédérations ou d'organisations qui commencent à s'organiser pour faire des modèles types de clauses et cetera. Je pense que c'est une bonne chose parce que, ce contrat-là, la plupart du temps, il mérite d'être amélioré. En tout cas, ceux que j'ai pu voir méritent d'être améliorés. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un système de responsabilité contractuelle. Par voie de conséquence, il y a des clauses qui sont valables en jurisprudence,
qui peuvent venir limiter la responsabilité de contractuel une fois que celle-ci sera engagée. Ça, c'est le premier point. Donc, de revoir les clauses. Le second point dans ce contrat, c'est que c'est très important de bien définir les missions par rapport à la réglementation. J'insiste parce que aujourd'hui, dans la plupart des contentieux, et je vous ai mis exprès après quelques exemples de jurisprudence récente, puisqu'il y a un arrêt qui date du 7 décembre, qui a été rendu par la Cour de cassation, qui viennent montrer qu'à chaque fois, les débats est le même. Vous deviez un examen visuel. Qu'est-ce qu'on doit regarder lors de cet examen visuel? Qu'est-ce qui est normalement regardable? Qu'est-ce qu'on attend d'un diagnostiqueur professionnel? Qu'est-ce qu'il doit regarder? Et tout ça, évidemment, on ne peut pas le mettre à 100% dans le contrat, mais on peut quand même, dans le contrat, viser très précisément les normes, rappeler qu'il ne s'agit que d'un examen visuel, que cet examen visuel, il est borné à ci, ça et ça en application de la norme NF, etc., etc. Que la responsabilité, elle ne peut pas aller au-delà, et que le devoir de conseil, il est encadré dans cette bulle-là, etc., etc. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement, dès le départ, limiter le champ d'application de la responsabilité. Et ça, c'est vraiment très important. Le deuxième point à prévoir dans ce contrat, à mon sens, c'est de favoriser une issue amiable. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez en B2B ou en B2C, pour moi, il y a un phénomène de judiciarisation accrue qui moi, me convient bien, hein, et qui, Nous, moins. est peut-être un peu moins satisfaisant. Heu et blague à part, ce phénomène-là, d'ailleurs, ça n'enfreindra pas mon champ d'activité, à mon sens, il s'anticipe. C'est-à-dire que l'avenir est par la résolution amiable des problèmes. La justice aujourd'hui, elle est complètement submergée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous initiez une procédure au fond, la durée de traitement du dossier, c'est entre 2 et 3 ans. Et s'il passe en expertise, c'est 5 ans. Donc, vous voyez, pour un dossier qui peut aboutir, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, à une condamnation entre 15 et 20 000 euros, c'est n'importe quoi de partir en procédure pour si longtemps et de payer des frais d'avocat pour un risque qui est important pour vous, j'en conviens, mais qui n'est pas si important que ça à l'échelle des frais de procédure et des frais d'expertise. Autrement dit, pour moi, la vraie question à se poser, ça serait d'avoir, en fonction des diagnostics, le sens de l'économiquement viable. C'est-à-dire que lorsque le dossier en ouverture, le client vous demande 1 500, 2 000 euros de rabais parce que là, il doit aller gratter je ne sais pas quoi ou faire je ne sais pas quoi parce que soi-disant vous n'auriez pas vu, la question de la transaction se pose véritablement. Parce que, sans reconnaissance de responsabilité naturellement, parce que la voie judiciaire va vous coûter plus cher directement ou indirectement. Directement si vous êtes condamné, parce que là évidemment il va y avoir, même si vous avez un assureur derrière, éventuellement des franchises, éventuellement des exclusions et éventuellement une sinistralité grevée. Et quand bien même vous n'êtes pas condamné, eh bien, les frais de représentation, les frais qui ont été engagés par l'assureur pour vous défendre, que ce soit des frais d'avocat ou des frais d'expert technique, si le dossier part en expertise judiciaire, vont eux aussi, indirectement ou directement selon les polices, grever votre sinistralité. Donc le but du jeu, c'est d'éviter ces contentieux en associant pourquoi pas votre courtier quand la réclamation survient, même s'il n'y a pas automatiquement une déclaration à l'assurance, je sais que certains le proposent, et toujours favoriser cette phase amiable et cette phase de conciliation. Je me permets de faire une aparté à ce sujet sur la reconnaissance de responsabilité. J'ai plein de dossiers, parce que les diagnostiqueurs sont la plupart des temps des gros bosseurs et des gens de bonne foi. Je dis ça par rapport à certains autres métiers de la construction, des bosseurs et des gens de bonne foi, ce qui fait que quand le client il fait une réclamation,
bah, spontanément, parfois, il y a des mails en disant: «Ah bah oui, ça en effet, j'ai pas vu. Ah bah oui, ça en effet, j'ai pas visité». Alors ça, on oublie, parce qu'en droit, ça s'appelle une reconnaissance de responsabilité et déjà, ça pose un vrai problème d'assurance, même si les assureurs, ils hésitent à l'opposer, parce que si on raisonnait en droit, bah, ça vous priverait, d'une assurance puisque, ça anéantit tout caractère aléatoire à l'assurance. Puisqu'à partir du moment où vous reconnaissez votre responsabilité, bah, j'ai envie de dire, il n'y a plus d'aléa, vous allez être condamné, puisqu'il y a un mail qui dit que oui, vous avez fait une connerie. Donc voilà. Et donc ça pose un problème assurantiel. Et même au-delà de tout ça, ça pose un problème en termes de responsabilité parce que on ne peut plus après revenir en arrière. C'est-à-dire que le simple courriel qui dirait ah bah oui, ça j'ai pas visité, et ben ça peut vous planter le truc. Donc faites attention à ce type de courrier. Le deuxième temps, c'est la phase sinistre. C'est-à-dire qu'il y a certains diagnostiqueurs qui considèrent qu'à partir du moment où le dossier est parti chez l'avocat, comme on entend souvent dire, eh bien, c'est la fin de son boulot. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est précisément le moment où on a besoin du diagnostiqueur pour qu'il nous donne des photos, pour qu'il nous permette d'expliciter le point litigieux, pour qu'il nous rappelle les conditions de son intervention. Est-ce que la pièce était encombrée? Est-ce qu'il faisait nuit? Moi, j'ai un diagnostic qui a été réalisé de nuit et on vient nous reprocher de ne pas avoir vu des choses. Donc ouais, tout un tas de choses qui font que plus l'assuré est mobilisé pour défendre son dossier, plus finalement il va être mieux défendu. Parce que déjà, c'est plus personnel, donc ça donne envie à l'avocat de bosser. Et le deuxième temps, c'est que généralement, il donne des informations et des clés de compréhension qui sont extrêmement précieux pour la défense du dossier. Et puis enfin, si le dossier part en expertise judiciaire, la présence du diagnostiqueur est extrêmement importante aux côtés de l'avocat, quand bien même c'est l'assureur qui prend la direction du procès, pour venir défendre. Parce que les experts judiciaires, encore une fois, n'ont pour la plupart d'entre eux pas beaucoup d'expérience en termes de diagnostic, parce que la plupart des experts judiciaires sont des architectes, par exemple. Donc vous imaginez le degré de connaissance que peut avoir un architecte sur les précisions techniques de votre métier, presque aucune. Et c'est pourtant lui qui va devoir juger si vous avez fait une erreur, pour reprendre le terme de la jurisprudence ou pas. Donc c'est très important que vous soyez là pour expliquer et pour aider l'avocat à vous défendre. Et enfin, le troisième temps, parce que je parle beaucoup, c'est le temps de l'assurance. Aujourd'hui, j'entends de plus en plus parler, il y a de plus en plus de choses qui bourdonnent autour de moi pour dire qu'il y a des problèmes pour assurer les diagnostiqueurs. J'ai un peu l'impression que ça va être que le début, parce qu'il va y avoir, à mon sens, pas pour tous les diagnostiqueurs naturellement, mais un problème d'interface entre la mission d'un diagnostiqueur et certaines missions qui seraient habituellement dévolues à un constructeur ou un maître d'œuvre qui fait partie des constructeurs. Et je pense notamment au DPE, mais pas que. Et la frontière était déjà pas super claire sur certains diags, notamment sur les diags avant travaux. Et aujourd'hui, elle s'atténue encore, ce qui fait que, vous le savez, hein, c'est un peu le serpent de mer. Il y a plein mal de personnes qui se posent la question d'assurer en RCD. Les diagnostiqueurs, ça me semble un peu prématuré, mais en tout cas, certains commencent à se poser ce type de questions. Et donc, il faut préserver ces assureurs parce qu'on déjà, ils ne sont pas nombreux et c'est un vrai sujet, l'assurance. Donc, je dis ça parce qu'il y a pas mal de diagnostiqueurs avec qui j'ai pu parler qui se disent ah ben c'est pas grave, si je suis plus assurée chez un autre, j'irai chez un autre. C'est pas si évident que ça, hein. Donc méfiance. Donc toutes ces problématiques de sinistralité sont extrêmement importantes puisque, mais là c'est Guillaume qui pourra plutôt développer ce point, ce que l'assureur va demander avant de vous prendre, c'est une fiche d'information et qui va repointer tous les contentieux que vous avez eus, les montants de provision et les sommes de condamnation. Donc c'est un cercle vertueux. Absolument, c'est très vrai. Alors juste pour reprendre un petit usage, dans le langage, maître Mel, RCD, c'est RT, responsabilité civile décennale.
Pardon. Et non, pas de souci, c'est une habitude et c'est vrai que, très souvent, je voudrais compléter ça quand même. On est sur des missions, notamment dans l'avant-travaux, qui vont être proches de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, voire de la maîtrise d'œuvre et quand on est sur ces frontières-là, bah, c'est délicat. C'est délicat pour un assureur de RC Pro tout simple de vous dire, avec certitude que vous n'allez pas passer, de l'autre côté de la barrière. Vous êtes sur un fil très fin et il est très facile, alors moi, j'ai pas le recul après juridique pour savoir ce qui pourrait se passer dans la tête d'un juge, mais voir certaines prestations, enfin avoir peur que certaines prestations à l'avenir soient requalifiées dans ces missions-là et que nous, finalement, on se retrouve impuissants en tant qu'assureur de RC Pro, je vois pas ça impossible. Je sais pas ce que vous en pensez, maître Mel, mais bon, voilà, c'est une petite crainte qu'on peut avoir sur certaines missions quand même, Alors moi, pour l'avenir. j'ai déjà eu le cas d'un dossier qui n'est pas encore, plaidé, où on me demande de la requalification en mission de maîtrise d'œuvre. Pour votre information, le juge, il est pas lié par la définition du constructeur. C'est-à-dire que quand vous allez lire l'article 1792-2 du code civil qui vient définir la notion de constructeur, on vous dit: «Sont notamment considérés comme constructeurs». Ça veut dire que potentiellement la liste, elle est pas exhaustive et on peut faire rentrer des personnes qui, a priori, ne pensent pas avoir la casquette de constructeur, mais qui, pour un juge, vont l'avoir sur une mission précise à un moment T. Je peux vous donner un exemple qui a été rendu sur un arrêt qui est décidé et jugé, qui a été rendu à propos d'un certificateur qui, par exemple, n'a a priori rien à voir avec un constructeur. Et dans ce dossier, un expert judiciaire est venu dire que le certificateur, donc qui venait donner un label, hein, un label de performance énergétique, hein, tout simplement, est venu assurer une mission de maîtrise d'œuvre en ce qu'il a regardé les plans et vérifié que les isolants étaient conformes à X et Y choses. Et à partir du moment où l'expert judiciaire avait fait son avis là-dessus, on a eu beau batailler devant le juge avait considéré que dans ce cas-là, quand bien même il n'était pas dans la liste de 1792, que quand bien même il y avait le marqué sur le contrat certification, eh bien, il avait assuré en fait une mission de maîtrise d'œuvre. Donc ce risque, il est survenu 2 fois dans ma carrière, heu, mais c'est un risque. Ouais et pour revenir aussi sur ce qu'on a dit juste avant, sur les compétences de votre assureur ou de votre courtier. Quand vous avez de toute façon, quand vous recevez une réclamation, le réflexe à prendre avant même de répondre à votre client, c'est vous passer un coup de fil à votre courtier, à votre assureur, vous vous rapprochez de lui. On désamorce, nous, régulièrement des situations parce qu'on a le bagage, et les connaissances qui font qu'on peut vous dire comment gérer cette situation avant qu'elle ne devienne vraiment litigieuse. Bon, évidemment, si vous recevez une assignation tout de suite, là, bon, bah, c'est plus de notre ressort. Mais voilà, il y a plein de cas de figure dans lesquels on est en mesure de pouvoir, désamorcer une situation avant qu'elle devienne litigieuse. Donc, pour ceux qui sont assurés chez Clarity ou ailleurs, je sais que j'ai des confrères qui font aussi très bien ce travail-là. N'hésitez pas et au contraire même, faites ça en premier lieu, passez un coup de téléphone ou envoyez un mail à votre assureur pour pouvoir, prendre conseil avant d'agir. Est-ce qu'on parle, un petit peu de jurisprudence, maître Mel, sur, quelques Oui, cas, je vous ai donné, quelques exemples de jurisprudence simplement pour vous montrer 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a de plus en plus de contentieux sur les diagnostiqueurs. C'est-à-dire que moi, j'ai en charge, de rédiger une actualité trimestrielle de la jurisprudence rendue sur les diagnostiqueurs. Donc je la suis. Et jusqu'à il y a 2-3 ans, il y avait très peu d'arrêts de cassation, voire pas. Et les arrêts d'appel tournaient toujours autour principalement de l'amiante et des termites. Et il n'y en avait pas beaucoup. Les choses ont considérablement évolué depuis 2-3 ans et on a de plus en plus d'arrêts de la Cour de cassation. Ça veut dire que ça remonte haut, hein, ça veut dire ça, hein, puisque pour aller en Cour de cassation, pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à 8 à 10 ans de procédure. Donc il faut avoir envie d'y aller, comme dirait l'autre. Et la Cour de cassation est de plus en plus saisie de ces litiges. Donc c'est pour ça que je vous ai recensé les arrêts qui avaient été rendus par la troisième chambre civile en 2023. Et ça, c'est le premier point. Le second point, parce que je ne vais pas les lire avec vous, je pense que vous savez lire, mais le second point qui était notable, c'est que parallèlement à cette augmentation des contentieux, il y a je dirais, un renforcement des risques. Je m'explique.
Avant, on était sur des phénomènes assez généraux qui étaient que le particulier faisait plutôt un recours contre l'acquéreur, l'acquéreur faisait plutôt un recours contre son vendeur sur le fondement des vices cachés. Et c'était le vendeur qui se retournait contre le diagnostiqueur en disant « Ah bah il a mal fait son boulot ». Et on était sur le terrain de la faute. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actions directes de l'acquéreur contre le diagnostiqueur. Et comme il n'y a plus de lien contractuel entre, vous me dites si je vais trop vite, entre cet acquéreur et ce diagnostiqueur, eh bien, on est sur un terrain délictuel qui ne nécessite plus nécessairement la démonstration d'une faute du diagnostiqueur, puisque l'article 1240 du Code civil nous parle d'un fait dommageable. Donc, ce changement de prisme peut impliquer un renforcement des responsabilités. Et ce renforcement des responsabilités, il est également présent par les préjudices réparables. C'est-à-dire que, comme je vous le disais en introduction, les préjudices aujourd'hui coûtent de plus en plus cher parce que les juges n'hésitent pas à condamner sur le fondement des travaux réparatoires. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la perte de chance de vendre une maison sans amiante, on n'est plus sur la perte de chance de vendre une maison sans termites, on est sur qu'est-ce que ça va coûter de faire désamianter et qu'est-ce que ça va coûter d'enlever les termites. Et là, ça change aussi les choses parce que la perte de la valeur vénale d'un bien, c'est généralement moins que le coût de travaux réparatoires, surtout sur certains diagnostics où on ne sait pas toujours réparer. Moi, par exemple, sur des maisons mérules en Bretagne, j'ai pas mal de contentieux là-dessus, j'ai des demandes de démolition. Donc, ça veut dire que pour une maison qui aurait pu coûter, je ne sais pas, 100 000 € à la construction ou 200 000 € à l'achat, j'ai des demandes de démolition-reconstruction et là, on dépasse largement le coût des trucs. Alors, est-ce que ça veut dire que le juge à la fin va condamner à ça? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que ce sont des dossiers qui sont assez lourds en termes d'enjeux à l'ouverture, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Il y a vraiment, pour moi, une métamorphose des contentieux des diagnostiqueurs. C'est le moment des questions-réponses et ça tombe bien parce qu'on en a déjà. Je pense que la première va être pour vous, Maître Mel. Je vais la lire. Je ne sais pas si vous avez accès au chat de votre côté. Donc là, c'est une question d'Aurélien qui nous demande, concernant le diag amiante, il est bien stipulé que le propriétaire doit fournir son repérage amiante. Donc il est clair qu'un repérage amiante ne peut pas se transmettre d'un propriétaire à l'autre. Mais concernant les autres diagnostics et le droit commun, comment se positionner? Un acquéreur peut-il se servir des diagnostics du propriétaire précédent alors qu'ils ne sont pas à son nom? À l'origine, le diagnostic sert à exonérer le vendeur des vices cachés. Longue question d'Aurélien. Rendez-vous. Non, il y a énormément de questions dans la question, donc là, ça me semble un peu compliqué dans le cadre d'un webinaire. Oui, effectivement. C'est plutôt une question à laquelle on peut répondre tout en longueur, mais en dehors. Mais en gros, dans l'idée, je pense que si on pouvait synthétiser ça, c'est en se disant, est-ce que finalement un propriétaire peut utiliser le diagnostic du précédent propriétaire au lieu du sien? Là, il y a une réglementation, donc c'est toujours la même chose. Il faut l'appliquer. Et si elle n'est pas appliquée, bah, c'est là que peuvent générer les bah oui, mais c'était encore valable, bah oui, mais c'est chaque propriétaire. Voilà, c'est tout l'enjeu. Ok, ça marche. Donc à développer en dehors du webinaire plutôt, si vous voulez bien, Aurélien, vous pouvez vous rapprocher de nous, m'envoyer un mail et on verra comment on peut se mettre en relation avec Maître Mail également. Une autre question de Laurent, ne pensez-vous pas que si les assureurs ne veulent plus assurer le métier ou les sociétés de diagnostic ayant eu des litiges, on arrive à une baisse du nombre d'acteurs sur le marché, ce qui va tendre encore plus le marché? Enfin, de toute façon, il y en a des assureurs hein, sur ce risque. Oui, alors il y a encore des assureurs, rassurez-vous, sans jeu de mots. Mais effectivement, c'est
Le fait qu'il y en ait moins, c'est une bonne nouvelle pour personne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour les acteurs qui restent, qu'on soit moins. On a besoin de partager aujourd'hui le marché, de partager le risque. Et il y a un effet qu'on peut retrouver dans tous les marchés, hein, c'est l'effet de la concurrence. Plus il y a d'acteurs présents sur un marché, plus la concurrence va les pousser à avoir des produits plus aboutis, à élargir le spectre des conditions d'acceptation, par exemple, ce genre de choses. Alors, un diagnostiqueur qui a eu des sinistres n'est pas inassurable, je vous rassure. Par exemple, chez Clarity, dans une certaine mesure, on accepte de vous assurer, et heureusement d'ailleurs, parce qu'avec une fréquence, aujourd'hui, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais la fréquence moyenne sur le marché de sinistralité, c'est à peu près 13%. Ça veut dire que chaque année, en extrapolant vraiment, hein, mais 13% des diagnostiqueurs ont un litige. Donc, si on faisait ça, ben, au bout de 8 ans, on n'assurait plus personne. Donc, heureusement, ce n'est pas le cas. Oui, il y a des profils qui, effectivement, très sinistrés, sont difficilement, voire plus assurables. J'ai déjà pu échanger, malheureusement, avec des techniciens, donc avec des opérateurs qui, aujourd'hui, ne trouvent pas de solution, qui ont dû arrêter leur activité à cause de ça. Je pense que ça reste heureusement très à la marge. On n'en est pas encore dans une situation où voilà, on ne peut plus rentrer sur le marché parce que plus personne n'assure, ce n'est pas le cas, hein. On prend les créateurs, on prend les sinistrés dans une certaine mesure, évidemment. On a des solutions pour tout le monde. Et je dis nous, mais d'autres confrères aussi. Donc on n'en est pas dans cette situation dramatique, heureusement. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ce genre de webinaire, c'est pour aussi vous donner les billes ou en tout cas faire un petit peu tilt pour vous faire vous dire que bah, tiens, finalement, il faudrait creuser sur comment éviter certaines situations, communiquer avec mon assureur davantage, éviter de faire des boulettes auprès des clients en reconnaissant sa responsabilité. Voilà, tout ce genre de choses. Maître Mel, rien à ajouter sur cette partie-là ou... Ok. On a encore d'autres questions. Donc, intervention très enrichissante, merci. Que pensez-vous des audits énergétiques concernant le volet assurantiel, RC décennal ou RC Pro? Je vais répondre. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question qu'on s'est posée. On parle de l'audit énergétique réglementaire, évidemment. Euh, c'est- on a longtemps hésité avant de se positionner là-dessus, du fait que préconisation il y a, et qu'en préconisation il y a, potentiellement, pourrait flirter avec les limites, comme l'a très bien dit Maître Mel tout à l'heure. Et ces limites, ça pourrait probablement être assimilé à de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, parce qu'on va faire des préconisations peut-être trop précises sur les matériaux à utiliser, leur épaisseur, la densité. Et là, on peut toucher à des choses qui, en tout cas, pourraient être considérées comme hors du champ des missions d'un diagnostiqueur immobilier. Donc aujourd'hui, sur le réglementaire, il n'y a pas de sujet. On reste sur de la RC professionnelle, comme c'est déterminé aujourd'hui. Simplement, quand vous faites vos rapports, je pense qu'il y a, et on en a déjà parlé lors d'un précédent webinaire, que vous pourrez revoir en replay également, tout comme celui-ci, mais il y a des précautions à prendre. Il ne faut pas faire de l'excès de zèle dans les préconisations, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Maître Mel, mais là-dessus, il ne faut pas dépasser certaines limites pour ne pas se retrouver effectivement. Oui, il faut même plutôt avoir tendance à faire des réserves que des préconisations, oui. Voilà, conseil d'avocat, ça vaut de l'or. Ensuite, RC Pro incitatif réglementaire. Oui, bon, là, sur l'incitatif, je pense qu'on a déjà la réponse, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas considéré comme une mission de diagnostic immobilier à proprement parler. Donc, ceux qui vraiment le pratiquent, moi, dans tous les cas que j'ai rencontrés, ont de toute manière une responsabilité civile décennale à côté. Alors, ça varie selon les assureurs. Parfois, c'est un contrat d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Parfois, c'est. Voilà. Mais on n'est pas dans une mission aujourd'hui qui est considérée comme une mission de diagnostiqueur immobilier. On a encore quelques questions et après c'est fini, je vois, on n'en a plus beaucoup. Où peut-on trouver des phrases ou commentaires qui nous protégeraient dans nos diagnostics amiante ou autres? La meilleure réponse, je dirais, c'est auprès d'un avocat. C'est quand même aujourd'hui les professionnels les mieux placés. C'est pour ça que Maître Mel est avec nous aujourd'hui, hein. C'est leur métier. Nous, on ne va pas se substituer à un juriste, hein. On peut vous donner des bons conseils parce qu'on les a reçus d'avocats. Mais après, vraiment, sur la rédaction de certains commentaires ou de certaines phrases types, il faudra vous rapprocher d'un juriste, d'un avocat comme Maître Mel, par exemple. Quel est le délai pour un client acquéreur pour déclarer un sinistre?
Dès qu'il a connaissance de la réclamation, franchement, le réflexe à prendre, c'est pas se poser une question de délai, c'est vous recevez une réclamation d'un client qui vous dit: «Écoutez, j'ai un problème, j'ai trouvé, heu, de l'amiante, sous ma toiture, vous n'avez pas regardé, il y avait quelque chose». C'est dès que vous avez cette réclamation, c'est tout de suite, en fait. N'attendez pas, déclarez tout de suite à votre assureur, prévenez-le. On ne considérera pas forcément ça comme un sinistre si on peut désamorcer, mais en tout cas, le plus tôt est le mieux toujours, parce que plus vous allez attendre, plus la situation risque de s'envenimer en fait de l'autre côté. Et ce qu'expliquait Maître Mel tout à l'heure, c'est qu'il faut préférer l'amiable pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Et le problème, c'est que plus on attend, moins on a de chances que les échanges déjà soient amicaux avec le client. Et pour une procédure amiable, ça peut compliquer les choses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Maître Mel, là-dessus, ou si vous aviez quelque chose à ajouter. Non, oui, après, ça dépend des usages, mais il y a certains courtiers qui font, ce qu'on appelle de la déclaration à titre conservatoire. Oui, Voilà. voilà, c'est une pratique qui peut se faire effectivement. Et on a une dernière question. Pouvez-vous nous donner un exemple de responsabilité sans faute du diagnostiqueur? Car je ne comprends pas ce que vous entendez par fait dommageable engageant notre responsabilité. Ah, alors, oui, pardon. Alors, quand vous êtes en responsabilité contractuelle, il faut une erreur, c'est-à-dire une vraie erreur. Quand on est en responsabilité délictuelle, il faut ce qu'on appelle un fait dommageable. Donc si vous avez commis une faute, ben, elle est caractéristique de ce qu'on appelle un fait dommageable. Mais le fait dommageable, c'est dans une échelle de gravité, moins c'est moins, c'est pas forcément une faute, quoi. C'est un fait dommageable, donc ça veut dire que c'est un fait qui est à l'origine d'un dommage. Alors, pour vous donner un exemple, bah, sur un dossier qui est rentré il y a très peu de temps au cabinet, où, bah, le diagnostiqueur, heu, avait pas vu, l'amiante, qu'il y avait, sur la toiture. Et quand on alors je vous passe les détails des faits, les circonstances et cetera, mais à mon sens, il y avait pas d'erreur à ne pas avoir signalé, cette amiante qui était présente en toiture dans le contexte dans lequel le diag a été fait et par rapport au type de diag qui avait été demandé. Et pour autant, bah, le diagnostiqueur lui-même m'a dit au téléphone, «Je l'ai vu, j'aurais dû le dire». Voilà. Donc là, on est typique dans la situation où, bah, il y a pas d'erreur, à mon sens, pour la norme, et pour autant, c'est pas sûr qu'il y ait pas de responsabilité. J'espère que ça répond bien à votre question, Cassandra. Il n'y a pas d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres. On a encore 5 minutes si vous souhaitez en poser d'autres. Si vous n'en avez pas d'autres et si d'autres questions vous viennent après le webinaire, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Ah si, bah voilà, on a une autre question. En cas de réclamation, comment s'organise le travail entre le diagnostiqueur, le médiateur et l'assureur? Déjà la médiation, si médiation, il y a, on n'est pas nécessairement dans l'obligation de passer avec l'assureur de toute façon, donc ça peut se régler entre, le client et le professionnel. C'est même le but, hein, c'est pour pas que ça parte tout de suite, en déclaration de litige. Donc il y a pas d'organisation particulière là-dessus. Après, il peut simplement prendre contact, mais sachant que l'assureur, lui, de toute manière, ne va intervenir que si litige il y a. Il n'y a pas vraiment de forme standard pour ça. Je ne sais pas si Maître Mel, vous avez autre chose à ajouter là-dessus, mais au niveau de la Mmh. médiation? Non, mais je j'ai pas bien compris la question. C'était une médiation, avant le judiciaire, ou en phase judiciaire? Bah, justement, c'est vrai que c'est pas évoqué, donc je sais pas, que ça va concerner, si on parle Parce de judiciaire ou avant judiciaire. Si c'est une médiation avant judiciaire, faut à mon sens le déclarer à l'assureur à titre conservatoire, justement pour, éventuellement, bénéficier d'un accompagnement ou à tout le moins du réseau d'avocats, de votre assureur, puisque généralement il met en place un réseau spécialiste de votre risque. Heu, je dis ça parce que souvent dans les faits, les diagnostiqueurs, enfin parfois ça arrive que les diagnostiqueurs aient leur avocat particulier qui est la plupart du temps un avocat généraliste. Je suis pas là pour me faire de la pub, c'est pas le sujet, hein, mais ce sont des risques vraiment très spécifiques. Donc quand vous avez la chance d'avoir une compagnie d'assurance qui prend la direction du procès,
Il ne faut pas avoir une défiance vis-à-vis de l'assureur de la compagnie. Il ne va pas chercher à défendre la compagnie sans vous. C'est vous qui défend. Donc il ne faut pas avoir du tout de défiance. Et, et si ça survient après, en phase contentieuse, bah là, c'est l'assureur, c'est l'avocat de la compagnie qui aura vocation à vous représenter. Mais avant, vous pourrez être seul, avec, le client pour essayer de sortir de ce mauvais pas. Donc là, c'est quelque chose qui est organisé avec votre courtier, avec votre assureur, si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement. Merci Maître Mel. Je vais répondre à la question sur les conditions générales de vente et les conditions générales d'intervention. Oui, bien sûr, c'est obligatoire. Ça fait partie des documents à remettre à votre client au moment de la remise du devis, puisqu'il doit. Alors, c'est du code de la consommation, hein, c'est même pas du code de la construction et de l'habitat. Donc, ça, c'est des choses normales. Tout comme on parlait du médiateur juste avant, vous avez obligation de proposer un médiateur de la consommation aussi, hein. Donc, pour ça, vous pouvez retrouver la liste sur Internet directement des médiateurs qui sont agréés pour votre profession. On l'a aussi sur le site de Clarity, hein, dans l'article associé. Ensuite, on a Clarity fournit un commentaire à mettre sur les autistes énergétiques. Oui, c'est vrai. Avez-vous des commentaires à nous communiquer pour le diagnostic amiante également? Non, nous n'en avons pas aujourd'hui. C'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Encore une fois, c'est du travail d'avocat de trouver ces choses-là. Et ce qui est délicat avec les réserves, alors vous allez me dire si vous êtes d'accord, Maître Mel, ou pas, mais euh, j'aime pas le principe de se dire oui, il y a une réserve type comme ça. Je pense que chaque situation va nécessiter une formulation et des indications différentes. Donc, vous fournir des réserves type sur de l'amiante alors qu'il y a 10 000 cas de figure possibles dans un repérage amiante, que ce soit avant-vente ou avant travaux, c'est quand même super délicat et on risquerait même, en vous fournissant ça, finalement, de vous mettre sur la mauvaise voie. Oui, oui, je suis Maître- Ouais. d'accord, mais en réalité, c'est plus une culture du risque qu'il faut appréhender. C'est quand vous arrivez sur site et que, je veux dire n'importe quoi, par exemple, pour un Diag Carrez, quand vous arrivez sur site et que la pièce, elle est encombrée, bah, il faut l'écrire, il faut prendre des photos. Voilà, c'est pas, «Oh bah, la pièce, elle est encombrée, je fais mon métrage», il faut tout de suite, voir le risque qu'il y a derrière, que le mec va désencombrer sa pièce et après venir vous reprocher de ne pas avoir fait un métrage ou d'avoir mal mesuré ce que vous ne pouviez pas faire puisque la pièce était encombrée. Là, il va vous dire: «Bah, non, elle n'était pas encombrée». Là, vous allez dire: «Bah si, elle était encombrée». Ah voilà, bah, qui a raison? Bah, on ne sait pas. Ouais. Vous dites qu'un diagnostiqueur pourrait, dans certains cas, être considéré comme un constructeur. Je ne comprends Mmh. pas pourquoi, entre parenthèses, mais surtout dans ce cas, quelle est la réaction de l'assureur? Là, Euh, Comment? c'est pour vous ça. Ouais, c'est pour nous, effectivement. Euh, Diagnostiqueur pourrait être considéré, vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, c'est l'appréciation du juge, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il considère que votre prestation, pour lui, eh ben, finalement, c'est un acte de construction parce qu'on va considérer que votre prestation, je vais prendre l'exemple de l'audit énergétique qu'on a mentionné tout à l'heure, ça n'en est pas un, mais c'est vraiment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il va requalifier votre prestation de diagnostic immobilier en assistance à maîtrise d'ouvrage, donc on n'est plus du tout sur du diagnostic, mais sur un acte participe à la construction. Je vulgarise beaucoup, hein, pardon, Maître Mel, si j'utilise des termes qui ne sont pas forcément les bons. Mais en gros, l'idée, c'est que bah, le juge, une fois qu'il a décidé ça, nous, l'assureur, on se retrouve embêté parce que votre prestation ne répond plus à l'activité réglementée que l'on assure. Et ce qui pourrait arriver, c'est qu'il n'y ait pas de possibilité de garantir du coup les conséquences pécuniaires de ce litige. Est-ce que je suis dans les clous, Maître Mel, sur ma réponse? Donc Est-ce que ça manque de... souvent des clauses d'exclusion, hein, sur l'article 1792. Donc ça encore, c'est encore une fois, c'est des choses à développer. Je pense qu'on va pas avoir le temps de développer trop là, mais et puis si vous avez besoin vraiment d'avoir des réponses ultra pointues, ultra précises, je ne pourrais que vous conseiller la consultation d'un avocat spécialisé là-dessus. Et une dernière question, les photos peuvent-elles servir de preuve en cas de litige? Yes, fastoche, on finit bien. Voilà, évidemment, c'est toujours un plus. Il faut que ce soit en lien évidemment avec vos observations, parce que si vous fournissez une photo qui n'a rien à voir avec, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais je vais prendre un exemple qu'on a eu nous, c'est
vous dites, bah voilà, le client me dit que la trappe d'accès pour les combles ne fonctionne pas, je ne peux pas aller visiter les combles. Vous prenez en photo la trappe d'accès, vous ajoutez en plus votre mention et puis c'est très bien. Ou alors une pièce est encombrée, le client ne veut pas la désencombrer pour que je puisse faire mon mesurage Carrez ou ce genre de choses. Vous appuyez le commentaire avec une photo et je pense que pour l'avocat, c'est toujours une aide supplémentaire. Bah, je vais même vous donner en cette approche de fête de fin d'année, je vais même, vous dire un secret de fabrique. J'ai même un client diagnostiqueur qui se balade avec sa GoPro. C'est pas idiot. On voit ça chez les policiers, mais maintenant chez les diagnostiqueurs Ouais, aussi. balade a sa GoPro en permanence comme ça, ben, voilà, il l'enclenche dès qu'il rentre dans les lieux et tout est enregistré, tout est filmé. Il l'a mis dans son contrat et comme ça, ben, voilà. Alors c'est sûr, c'est un peu spécial, hein, mais bon. Ouais, mais bon, après tout, pourquoi pas, hein? C'est ce qu'on appelle ceinture et bretelles chez nous et c'est pas plus mal finalement si ça permet d'éviter des situations litigieuses et pareil, hein, moi je voudrais juste ajouter une précision, vous n'avez pas posé la question, mais c'est un peu en lien avec tout ce qui vient de se dire. Quand, un client vous dit, «Vous ne pouvez pas accéder à telle pièce» ou quoi que ce soit, comme je viens de le dire là pour la trappe d'accès au compte par exemple, il faut l'écrire dans vos rapports. En fait, c'est pas au moment d'un litige que vous allez dire devant le juge, bah, le client m'a dit que je ne pouvais pas y accéder. Si vous avez aucune preuve sur le rapport, si ça n'a pas été écrit et si vous appuyez pas ça avec des photos si possible, ça ne vaut pas grand-chose. GoPro, c'est top, on nous dit. Oui, c'est vrai. Cadeau, Une hein. attest question du coup en lien avec ça, est-ce qu'une attestation audiovisuelle est obligatoire pour avoir la GoPro? Là, vous vous débrouillez là, c'est bon, j'ai déjà donné. Voilà. Non, on va pas aller jusque-là, mais en tout cas, voilà, je vois qu'il y a plus de questions, on est dans les temps, donc c'est parfait. Merci beaucoup maître Mel, Merci. d'être intervenu auprès des diagnostiqueurs aujourd'hui. Je rappelle le bouquin, donc les diagnostics immobiliers. Je vous ai mis le lien un peu plus haut dans les conversations pour ceux qui souhaitent pouvoir bah, l'acheter. Ceux qui veulent passer par Clarity, qui n'hésitent pas à nous contacter aussi pour le livre. Bien sûr, je parle de nos assurés. Si vous avez des questions, je peux y répondre dans la mesure du possible par email en différé. Vous envoyez ça sur guillaume@clarity.fr et je m'occuperai de tout ça. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient échanger plus en avant avec Maître Mel, c'est le cabinet M2J Avocat. Donc, pareil, pour ceux qui souhaiteraient les coordonnées de Maître Mel, je vous les transmettrai avec grand plaisir. Il y a pas de souci. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je vous ferai parvenir à tous le replay du webinaire et les supports avec le détail de la jurisprudence pour ceux qui ont envie de se délecter de ce contenu juridique. Merci encore, Maître Mel, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et si je ne vous ai pas d'ici là, de bonnes fêtes de fin d'année également. Merci, au revoir. Au revoir.